Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien et très content de vous retrouver à deux À deux, effectivement. Ouais. Salut à pour tous. une nouvelle vidéo qu'on prévoit depuis quelques temps. Ah, ça fait longtemps qu'on la prévoit. Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle, on se dit, on a fait quelques scripts, on a essayé de l'écrire un petit peu, on n'était pas forcément très convaincus par le rendu. En tout cas, on n'arrivait jamais à aller au bout de ce qu'on pensait, donc on s'est dit, allez, là on est ensemble ce soir, on fait la vidéo d'un coup sur... Le football est-il mort? Voilà, avec ce beau blanc maintenant, il va falloir La enchaîner. question se pose. Est-ce qu'il est mort? Je sais pas, mais Voilà. est-ce qu'il va pas bien? Ça, c'est possible. Ouais, Putain, disons que c'est un sujet d'actu, je trouve, parce que là, il y a pas mal de stats qui sortent sur la baisse d'intérêt et les audiences qui baissent sur le foot. Mm. On voit pas mal de cette phrase tourner que le football est mort là depuis maintenant quelques saisons, je trouve quand même. c'est une phrase très populaire sur Twitter. Ouais, déjà, Il se dit beaucoup de choses sur Twitter, pas que des bonnes choses, mais il y a peut-être un fond de vérité quand même. c'est ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça peut être pas mal de discuter un petit peu de différents points de vue. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal justement de points de vue qui peuvent expliquer ce phénomène, mais qui peuvent aussi le contredire. Mm. Et voilà, discussion aujourd'hui un petit peu totalement en full impro. Ouais. Sans Après, script, sans rien. après un week-end foot assez sympa. Ouais. Donc écoute, si tu veux démarrer, amener un premier argument, je t'écoute. Écoute, est-ce que le football est mort? Moi, je pense pas, déjà, pour commencer. Mhm. Je dirais, si je devais répondre à la question, je dirais non. Mais je répondrais oui à la question, est-ce que le football va mal dans son ensemble? Moi, j'ai grandi dans les années 2000, donc très grand fan du football des années 2000. Je pense que la plus grosse compète que je me suis investi à 100%, la première plutôt, pas la plus grosse, mais la première, c'est la Coupe du Monde 2006. Ouais. J'ai suivi de loin la Coupe du Monde l'Euro 2004, pardon. Mhm. Mais j'étais encore jeune, je sais pas Ouais, dedans. ça. Mais à la Coupe du Monde 2006, je suis un amoureux absolu de la Coupe du Monde 2006. C'est mes premiers souvenirs vraiment Ouais. concrets, quoi. Ouais, et puis enfin, en tout cas, en tant que supporter de l'équipe de France, on était quand même sur une grosse Coupe du Monde. On Ouais. était sur la fin de carrière de Zidane et il a sorti une Coupe du Monde de fou. Ouais. On est sur les débuts grandioses de Ribéry, sur Sagnol qui est aussi dans le meilleur de sa forme. Ouais, Tiens. c'est une belle compète, ouais. On a eu un Portugal-Angleterre, je me rappelle, qui était incroyable. C'est vrai. Le Brésil, qui était censé être l'équipe qui faisait peur, qui tombe contre la France. Pareil pour l'Espagne, qui était au début de son apogée, qui gagnera du coup 2 ans plus tard. Ouais. Et puis 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Il gagne l'Euro en 2008. Ouais, c'est ça, il gagne l'Euro 2008. Mais il gagne la Coupe du Monde 4 ans Ouais. plus tard, effectivement. Mais, et puis finalement, la finale mémorable et mythique de la France contre l'Italie. Voilà, donc moi, c'est ce football-là qui m'a séduit pour commencer. Je comprends. Donc un football qui héritait, je pense, encore du football des années 90. Mhm. On a eu un gros changement, mais ça, c'est pas tant le football qui meurt, je pense, c'est un changement dans l'état d'esprit avec le football espagnol qui a Mhm. explosé à ce moment-là. Ça. C'est là que l'Espagne construit son palmarès. Donc on a eu un gros changement, C'est vrai. mais qui pas plus mal, puisque je pense qu'on est beaucoup à avoir apprécié, peut-être sauf les supporters du Real, le football espagnol et notamment le football barcelonais. Ouais. Avec le football du Real qui était aussi très fort, mais qui était peut-être plus classique, plus vertical. Moins identitaire. Quoi. Exactement, c'est ça, moins identitaire. Donc voilà, le football a évolué, il n'y a pas de problème. Mhm. Et sinon, on en parlait tout à l'heure, mais effectivement, il y a eu des gros changements. Je trouve que c'était déjà le cas avant le Covid, mais c'est encore plus vrai après la pandémie de Covid. Mhm. Et là, récemment, je regardais le récap du match que gagne Dortmund 2-0 chez eux contre le Real Mhm. en retour de la Ligue des Champions 2014, donc l'année après leur finale, C'est ça. et l'année où le Real fait la décima, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je regardais et je voyais l'équipe de Dortmund où tu avais Marco Reus, Ouais, Bajikowski, ouais, des mecs comme ça. t'avais des joueurs de devoir, Ouais. des joueurs qui couraient dans tous les sens, notamment Mhm. sur les latéraux. Ouais. Et t'avais des joueurs qui étaient magiques, si tu veux, au milieu de Ouais. terrain, qui se dépensaient pas non plus. Mhm. Et là, on arrive sur le fameux débat des profils plutôt physiques maintenant en 2024 Ouais. et des mecs plus techniques d'il y a 10 ans. Et il est là-dedans aussi le changement. Et je pense que les mecs, la Godze, Marco Reus, alors effectivement, eux sont plus âgés maintenant, donc ils ont le physique moins solide, mais ces mecs-là se blessent plus facilement. Déjà. Et la première réflexion que j'ai eue, c'est des mecs qui me font penser un peu dans le style à Brahim Diaz. Et pour moi, Brahim Diaz, il y a 10 ans, c'est titulaire dans tous les top clubs européens. Et peut s'entendre, maintenant, il l'est pas, quoi. Donc il joue sur le banc, il fait des bouts de match. Mhm. Alors ça reste le Real Madrid, c'est une des meilleures équipes d'Europe, mais quand même, je pense que il y a 10 ans, tout le monde se jetait sur Brahim Diaz, 40 millions, 50 millions pour le mettre titulaire dans une équipe un peu en cran en dessous du Real, mais il aurait pu exploser dans une équipe comme ça. Et maintenant personne ne le fait puisque c'est un profil technique mais beaucoup moins physique et que ça correspond plus au jeu de 2024. Et je trouve ça quand même très triste. Je suis d'accord. Est-ce que le football a forcément évolué, mais est-ce qu'il a évolué de la manière
dont on voulait le voir évoluer aujourd'hui. Peut-être pas sûr, parce que déjà quand on voit un petit peu là sur les dernières années, beaucoup de départs en retraite de ces joueurs dont tu parlais, Zlatan, là il y en a eu je pense, moins de quinzaine là, sur la dernière saison, Oui. de joueurs vraiment emblématiques Même si qui ont marqué la dernière décennie. puis certains ne sont déjà. pas partis en retraite, mais ils sont à l'étranger, dans des championnats moins. Voilà, tu vois, des Messi, tout ça. Plus ou moins cette ère-là est terminée. Donc je pense aussi qu'il y a une petite baisse de forme du niveau général en tout cas. Il y avait tellement de gros joueurs dans cette période-là, de 2000-2010, qu'il fallait une certaine transition. Alors est-ce que la transition prend trop de temps? Peut-être. Ça peut s'entendre. Parce que quand tu vois encore aujourd'hui, mais les jeunes cracks vraiment dont on aime le football, bah, ils ont 17, 18, 20 ans. Tu vois, les Wirtz, il a 21, tu vois, mais Yamal, tout ça, c'est quand même assez jeune encore. Et des jeunes, des joueurs en tout cas dans la tranche d'âge où ils sont censés être vraiment en forme et nous montrer, enfin, être un peu les figures de pro du football aujourd'hui, ils ont 25-30 ans. Et c'est pas les joueurs aussi créatifs qu'à l'époque, tu vois, des Valverde, des mecs comme ça, des Frankie de Jong dans une moindre mesure. Les mecs qui devraient vraiment percer, mais en fait, c'est pas forcément le football qu'on avait à cette époque-là. Je suis à la fois d'accord avec toi et à la fois pas d'accord. Ouais. Ce qui est C'est pas vraiment un argument, tu vois, c'est une façon de voir les choses aujourd'hui. Je pense pas que le football, enfin les joueurs aient perdu en termes de niveau. Je pense que c'est des profils qu'on ne choisit plus ou choisit moins. Neymar, Ronaldinho, qui sont des joueurs exceptionnels, qui ont fait des matchs de fou. Je pense qu'il y a des matchs où ils passaient à travers, ou alors c'est qu'ils pouvaient passer à travers parce que des matchs de Liga, ils les jouaient pas parce qu'il n'y avait pas besoin de jouer, leur équipe gagnait solo, donc ils marchaient tout le long du match. Ça nous agaçait. Par contre, dès qu'il fallait sortir des prestations de dingue contre des grands clubs, ils disaient pas là. Et Ronaldinho a toujours fait ça dans sa carrière. Les images de Ronaldinho qui marche sur un terrain de foot, on les a tous en tête. Parce que maintenant, tu peux plus te le permettre. Exactement, et c'est surtout que en fait, on préfère des joueurs qui physiquement tiennent et ont un niveau ultra régulier plutôt que des joueurs qui font des pics de performance qui redescendent tout de suite. Et malheureusement, par exemple, moi j'ai vu Tchouaméni jouer, par exemple, et je trouve qu'il est très représentatif de l'époque. Je l'ai vu jouer à Bordeaux alors qu'il était encore un joueur déjà tanké, mais il n'était pas ultra tanké non plus comme il l'est maintenant. Et il était soyeux, alors effectivement il envoyait sur le terrain, mais il avait une bonne qualité de passe, il était vif, il était agile. Et tu vois maintenant que c'est beaucoup moins le cas. Et il remplit un rôle, on lui donne des tâches, il le fait, mais il n'y a pas plus. Et on voit beaucoup ressortir son nom en plus. Souvent un peu critiqué, je sais pas si c'est à tort ou à raison, mais que il fait son taf, c'est tout. Il le fait très bien, mais dans le jeu tu le vois pas plus que ça. Pour moi c'est le point qui change du football 2024 par rapport à l'époque et même ou peut-être aux décennies d'avant, et je suis peut-être trop jeune pour savoir ce qui se passait dans les années 90, 80, 70. Donc je connais pas et je prétends pas connaître, mais je pense que le truc qui a changé c'est le dépassement de fonction. On a très peu de joueurs qui dépassent leur fonction. C'était le cas de Kroos, qui lui était capable, mais en même temps il avait un talent monstre, d'être capable de faire des différences de fou. Il s'occupait de ce qu'il devait faire sur un terrain, et en plus il savait faire des choses. Et je pense que Tchouaméni est plus limité que Kroos, je pense qu'on peut tous le dire. Et je pense qu'il s'occupe d'abord de ce qu'il doit faire, ce qu'il sait faire, et en fait ça s'arrête là, et il va pas plus loin. Et je pense que c'est là où ça plafonne. Et en fait, le problème, je pense que les consignes qu'il a au Real, c'est tant que tu sais faire ça, tu le fais et on t'en demande pas plus. Est-ce que c'est le problème de la data qui va t'amener à l'optimisation de tes points forts? Et voilà. Et ça va se ressentir sur toute l'équipe au global, et du coup, tout le monde joue sur ses points forts. Et ça amène un football qui n'est pas forcément aussi pertinent que. Bien sûr. Et donc on prend Tchouaméni comme exemple, mais c'est pas du tout de sa faute, je pense. C'est pas le but de lui crocher dessus. Non, effectivement. C'est un joueur que moi j'aime beaucoup, mais je pense que c'est aussi de la faute. Mais ça, tout le monde en parle, etc. Et tous les problèmes se rejoignent. C'est aussi le calendrier, le fait qu'il y ait beaucoup trop de matchs. Les joueurs ont besoin d'être physiquement prêts, tankés et pas se blesser. Donc ils ont besoin de se renforcer au niveau des muscles, tous les articulations, il faut que ça tienne, etc. Donc en fait, ils n'ont pas le choix que d'être physiquement en place. Et ça limite quand même le football, ça limite la créativité. Si Neymar avait eu le physique d'Adama Traoré, et encore Adama Traoré est un très bon joueur, mais si Adama Traoré avait le physique de Neymar, si ça se trouve, il aurait la même carrière que Neymar, si tu veux. Parce que voilà, dans la percussion, dans l'élimination, etc., l'agilité, le fait de faire des dribbles, je veux dire, le physique ça amène d'autres choses, mais ça ralentit le joueur, etc. Voilà. Donc c'est aussi ça, mais quand tu as des joueurs qui font 60, 70, 80 matchs par saison, tu peux pas leur en vouloir de se protéger aussi. C'est un débat assez compliqué, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui il faut continuer d'optimiser le physique justement au détriment du jeu? Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de reproches, beaucoup de personnes le reprochent,
Ce qui est un petit peu dommage. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui regardent pas forcément les matchs, qui vont s'intéresser au foot pour les grosses affiches, pour les highlights, pour les trucs, les machins. Ce qui est aussi un petit peu dommage quand même, parce que... Je suis d'accord, mais quand tu regardes les highlights de 2024, alors tu vas forcément avoir des belles choses, parce que ça reste du foot, qu'il y a toujours des belles actions, etc. Tu vois. Mais je vois moins de choses, des gestes techniques, Oui, des c'est sûr. explosions qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. T'as beaucoup moins de joueurs, comme Zidane par exemple, 2006, on en parlait tout à l'heure. Il courait plus beaucoup, il courait quand il en avait besoin, mais beaucoup de temps, pareil, comme Ronaldinho, il marchait sur le terrain. Le problème, c'est quand tu lui faisais une passe, un contrôle, un dribble, il pouvait faire des différences. Il éliminait un joueur, deux joueurs, une ligne entière. Et en fait, il éliminait une équipe comme ça. Maintenant, les blocs sont tellement solides, ils sont tellement, ils coulissent bien, il y a transition, les mecs connaissent. Il y a aussi l'aspect tactique. Tous les joueurs aussi commencent à être plus intelligents sur le terrain, ils apprécient mieux le football, etc. Donc c'est plus dur de faire des différences, c'est possible. Et en fait, c'est de plus en plus dur de faire des différences. Et malheureusement, ce genre de joueurs, ça se perd un peu. Et c'est aussi pour ça que tu as des équipes chouchous comme la Puyt Leverkusen, avec Wirtz, etc. C'est qu'eux arrivent à bouger des blocs qui sont bien en place, notamment en Bundesliga, qui est en plus un championnat connu pour marquer beaucoup, c'est ouvert. Donc voilà, mais c'est vrai que techniquement, tu as l'impression que ça se perd finalement le football. Et ça se voit avec les critiques sur la Real. Ça se voit aussi avec Guardiola qui, je trouve, joue beaucoup moins comme il a pu jouer avec le Barça. Parce qu'il s'adapte. Il y a plein de plans tactiques techniques. J'allais venir, tu vois, sur Paris, la première ligue. Je trouve que Liverpool, c'est assez synonyme de ce football très physique finalement. Parce que tu regardes l'équipe, tu regardes comment ça joue, c'est efficace. C'est vrai, derrière c'est solide, et devant c'est efficace, ça marque. Ça là, machine à cette fameuse stat de GA, but plus passe décisive assez monstrueuse. Donc, oui, il y a cette équipe de Liverpool qui est assez symbolique, je trouve, du football entre guillemets moderne. Pareil, tu vois, tu avais ce trio Firmino, Mané, Salah. Firmino qui était finalement le joueur le plus football des trois, qui a amené le plus cette petite grain de folie un petit peu. Mais des autres côtés, ça veut marquer, ça veut être efficace et voilà. Je trouve que c'est un très bon exemple Liverpool en plus quand tu réfléchis. Ils avaient une belle équipe il y a 10 ans de ça, une très belle équipe, mais ils éliminent qui ils ont éliminé des joueurs qui sont rapides et techniques, fragiles, Sterling, Sturridge, Coutinho, Suarez. Suarez, il y avait le truc du Barça, bien sûr. Mais bon, tu perds Coutinho, qui en termes de football, qui d'ailleurs n'a jamais réussi au Barça, pour plein de raisons, mais aussi parce que je pense qu'il avait le profil d'un joueur, il est arrivé 10 ans trop tard. Sturridge, bon, c'est aussi les blessures, ça, il n'y a pas de problème. Mais Sterling, à l'époque où il part de Liverpool, c'est un peu un tremblement de terre, tu vois, parce que et force est de constater maintenant, avec le recul, que c'était une très bonne stratégie de la part de Liverpool. Et pourtant, sur le moment. C'était un peu étonnant, mais finalement pour eux ça a marché. Après, c'est un club qui marche beaucoup à la data, Liverpool, il y a une grosse base là-dessus, ils ont une très très bonne cellule là-dedans. Est-ce qu'ils ont réussi à anticiper un petit peu l'avenir, je sais pas, mais pour eux ça a bien marché. Après, Jürgen Klopp, on sait que c'est un magicien là, et je pense qu'avec Red Bull il va bien se faire plaisir, mais je pense que ça permet de faire une bonne petite transition pour un Red Bull sur la multipropriété, qui est aussi un vaste débat de ce football. Extra financier, vraiment, ça devient trop. Des clubs, voilà, Chelsea qui est à Strasbourg, Man City qui est à Gérone, qui est à Troyes, qui se permet de faire des tests, de racheter des joueurs, machin. Ça peut être une bonne chose. Je trouve que le projet Red Bull, par exemple, je trouve assez intéressant. Ça permet d'avoir un club par championnat qui va grandir. Et il n'y a pas ce truc de je vais te piocher tous tes petits joueurs, t'es mon centre de formation, et voilà. Un petit peu entre Strasbourg et Leipzig, mais encore, tu vois, par exemple, la Ligue 1, il est jamais à Leipzig au final. Il y a des exemples comme ça où je trouve que Red Bull marche plutôt bien, mais pareil, tu vois, des City Group, des choses comme ça qui sont assez dérangeantes aujourd'hui. Est-ce que ça tue pas un petit peu pas la magie du foot, mais en tout cas, tu vois, des clubs comme Troyes, assez symbole des problèmes en Ligue 2 également. Mais tu vois, moi je trouve qu'en même temps c'est à double tranchant. Parce que Salzbourg et Leipzig, ça fait très longtemps que ça existe. Ça n'a jamais posé de problème, à part sur les compétitions européennes. On se posait la question de est-ce qu'ils pouvaient jouer dans le même championnat, mais ça c'était les instances qui décidaient. C'était en Autriche, c'était en Allemagne. Nous en France, on s'est jamais trop posé la question. Bon, bah, ça existe. C'est vrai que le club Leipzig n'est pas très aimé en Allemagne parce qu'il a créé en 2009. Voilà. Ils n'aiment pas trop le changement en Allemagne. Et oui. C'est vraiment ça. Oui. Voilà. Mais du coup, maintenant que ça arrive en France, ça pose des questions. Moi, je trouve que Strasbourg soit affilié à Chelsea, c'est très bien.
voir ce que ça fait. Après, c'est plutôt la gestion en interne du City Group qui pose question avec les problèmes qu'il y a à 3, si tu veux. Moi, la multipropriété, je suis pas fan dans l'absolu. Je suis pas contre non plus, tu vois, Oui. si c'est bien fait. Mais quand c'est fait à l'image de Bordeaux, qui est aussi dans la multipropriété, quand c'est géré comme ça, ou à l'image du City Group avec des joueurs, alors ça c'est en interne à 3, mais quand tu vois qu'il y a tellement de problèmes que des joueurs rebalancent des fumigènes dans le public, qui ont été balancés déjà sur eux depuis les gradins l'année dernière, enfin, c'est Là, ça lunaire pose si tu question. veux. Oui, ça pose question. C'est ça. Des joueurs qui sont prêtés, qui n'ont jamais joué une seule minute à 3, qui partent pour 40 millions derrière, ou 60, je sais plus. Savio, c'était 40. Ouais, c'est 40. Donc, enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ouais, Ça n'a non, pas c'est de clair. sens. Donc, voilà, mais c'est aussi que les instances qui autorisent ça. Je veux dire, Mhm. si ça existe, c'est que c'est possible. Mais voilà, et à l'inverse, je trouve que je voulais en venir sur cet argument aussi. Le football est pas mort, mais il a évolué. Le football du territoire, le football des campagnes, le football que nous on connaît, qu'on appelle le football terroir, ça n'existe plus, ou existe peu. Sauf compliqué, que, sauf qu'au final, le football terroir, c'est quoi? Là, t'as Montpellier avec Nicolin, qui sont là depuis des années, qui sont vraiment du cru, qui a une ambiance, voilà. Et ben non, c'est en train de couler. Ils sont en train de couler, ils sont en train de mourir. C'est une gestion qui ne peut plus marcher aujourd'hui. Financièrement, ça meurt. C'était le cas de Marseille avec Dreyfus, c'était très communautaire, c'était très Marseille. T'as un Américain qui arrive, ça reste très Marseille, mais ça reste très Marseille entre supporters, entre joueurs, mais pas dans la gestion, si tu veux. C'est pareil à Paris, Paris c'était très Paris, maintenant bon, C'est Qatar, des clubs qui deviennent des entreprises, quoi, finalement. tout à fait. À Rennes, il n'y a jamais eu trop une entité dans la gestion du club qui était trop rennaise, donc ça n'a jamais trop changé. Voilà, Bordeaux c'était pareil. Tu vois, Lille, ça a failli couler il y a pas si longtemps. Là, ils ont enfin remboursé toutes leurs dettes, donc chapeau. Mais Bordeaux, tu vois, c'est pareil. Bordeaux, c'était relié à M6, c'était très dans le Bordelais. On était entre nous, entre amis, tu vois. Enfin bref, tu vois, c'était un club familial. Le jour où ils ont été vendus, ça n'a pas marché. Il y a eu des conflits, mais au-delà même des problèmes financiers, dans l'identité, dans la vision du truc, tu changes un logo, les supporters font n'importe quoi, si tu as changé un logo. Tu crées une mascotte, tout le monde crie au scandale. Tu peux rien faire. Et malheureusement, dans une entreprise, même si tu choisis, parce que c'est toi qui diriges, c'est toi qui as payé les parts de cette entreprise dans laquelle tu appartiens, tu peux pas faire n'importe quoi. Et le problème, c'est que là, il y a un vrai clivage en ce moment, et ça va évoluer entre les instances, les gens qui ont du pouvoir et de l'argent, et les gens, les locaux, les supporters, etc. Et les collectivités aussi. Mais à voir, mais tu vois bien, et on l'a vu avec la crise quand ils ont voulu faire la Ligue fermée, je sais plus comment ça s'appelle, la Super League. C'est ça. Il y a eu ça, il y a eu un vent de révolte. Et ça a été annulé, et ce qu'ils font maintenant, ils le font doucement, c'est-à-dire que maintenant on a bien réforme avec des champions qui va favoriser les gros clubs à terme, parce que quand tu lisses 8 matchs sur une phase de groupe, tu laisses plus de chances aux gros clubs de gagner plus de matchs, et donc à force, tu fais un roulement, et sur un an, ça se voit pas trop, mais sur 10, 15, 20 ans, ce seront toujours les mêmes clubs, toujours les mêmes affiches. Ça fera du spectacle, mais effectivement, ça pose question sur l'évolution du football. Les limites du spectacle aujourd'hui, vers où on va exactement. C'est ça. Est-ce qu'on va sur un foot qui doit revenir ce qu'il était il y a quelques années? Je sais pas. Ou est-ce qu'on va vraiment sur un foot ultra physique, ultra data, etc. Mais c'est un peu pour la problématique qui est aujourd'hui, je trouve. C'est ça, point qui se marre que ultra physique, on n'aura pas le choix. Si tu as 80 matchs saison, ça. Soit tu doubles les effectifs, mais tu doubles les coûts pour les clubs, ou alors les salaires des joueurs sont divisés par 2, soit tu gardes le même nombre de joueurs et à peu près le même format. Par contre, il faut que physiquement, ils soient capables d'encaisser 80 matchs. Et ça, c'est compliqué. Et je sais plus où je voulais en venir, par exemple. Oui, sur le rythme aussi du calendrier. Là, c'est un match quasiment par jour. Et au-delà même du un match par jour dans différents championnats, les compétitions européennes, etc., c'est aussi la rareté des affiches, tu vois. Quand tu regardes l'historique, quand il y a un match de Ligue des Champions, tu te dis, tiens, Paris-Arsenal, là, qui est récemment, il y en a eu combien de victoires, etc. On est à une période de notre histoire moderne où, en fait, tu peux encore compter, allez, il se passait un siècle de football, grosso modo, pour certains clubs un peu moins, etc. Mais tu vois, tu as encore des stats qui sont réalistes, tu vois, peut-être que dans 300 ans, on parlera de 600, 700 rencontres entre Paris et Marseille, oui, bon, on sera en mode qu'il y en a un qui a gagné 150, tu vois, ce sera anecdotique. Mais là, on peut encore toucher du droit à ces stats-là, ça peut bouger, etc. Et en Ligue des Champions notamment, tu vois, si tous les ans, tu as un Bayern Arsenal, un Bayern Barça, etc., c'est sympa. C'est fatigant. Mais c'est fatigant, et c'est justement les affiches qu'on a eues où le Bayern est tombé 2 ou 3 fois contre le Barça, ou même le Real en quelques années, et en fait, tu as eu des affiches de fou, etc. Mais
le sort et la chance ont fait qu'ils sont pas retombés sur eux les années Je d'après. suis d'accord. C'est arrivé dans un court temps, c'est arrivé plusieurs fois, mais ça n'arrive pas arrivé avant, ce n'est pas arrivé après, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qui rend mémorable. C'est ça, je suis d'accord. C'est aussi le fait que Arsenal tape, ils mettent 5 buts, enfin, le Bayern tape Arsenal avec 5 buts à chaque fois et tu as des scores cumulés de 10-2, et qu'à 4 ou 5 ans d'écart, avec des équipes totalement différentes, avec des coachs différents, ils mettent les mêmes résultats. Mais ça, c'est drôle, mais c'est anecdotique, mais quand t'en parles, ça fait aussi partie de la magie du football. Mais ça, à terme, ça n'existera plus parce que si le Bayern et Arsenal se jouent tous les ans, se joue et en poule et en Ouais, c'est huitième, ça. etc. C'est En fait, l'intérêt. parce que là, tu as déjà des grosses affiches de télé, des la phase de poule. Oui. Donc en fait, ça tue un peu le suspense. Et ouais, en fait, faire toujours plus de matchs, mais pour aller où? Oui. Où est la limite en fait? C'est Ok, ça fait plus d'argent. Mais en fait, si tu continues, c'est le monde de la finance. En fait, tu vas, et un coup, ça pète. Et qui doit faire péter ça? Est-ce que c'est les joueurs qui doivent faire grève? On a vu au NBA ce que ça a pu donner. C'était pendant le Covid, c'est ça? Non, c'était avant. Ah, on a Covid. C'était avant, pas le lockout. C'était Ouais, avant. c'est ça. Ça a amené des bonnes choses. Donc est-ce que ça peut venir des joueurs? Je trouve ça plutôt intéressant. Si ça vient des supporters, ça peut être dangereux, je trouve. Ouais, bien sûr. Ça peut mal C'est finir. déjà venu de supporters et ça C'est ça. toujours eu des problèmes derrière. Donc, Et ça viendra pas du board de toute façon. Non. Ou alors il y aura quelques boards par-ci par-là qui diront non, mais sauf que, ok, ben, dans ce cas, ton club, au revoir et on en parle plus. c'est pareil, je veux venir des supporters. En fait, le problème, c'est que c'est les règnes de l'argent, c'est l'argent qui paye les joueurs, etc. Donc les joueurs, c'est, tu vois, Varane qui va se plaindre du rythme, qui dit que son corps, etc. Ouais. Au-delà même de se plaindre, il se plaint pas forcément il se plaint du rythme, mais il se plaint sur le physique. Il y a aussi le débat qu'il avait lancé, alors un peu différent, mais sur les têtes dans le jeu, dans le football, où ça crée des problèmes, etc. Mais c'est ce que disent notamment beaucoup d'analystes. J'avais regardé la chaîne de Brooks et de Bruce, etc. Ils en parlaient, et je me rappelle plus de la personne qui disait ça, mais il avait raison en disant que en même temps, tu vois, les joueurs se plaignent du rythme, mais en même temps, ce qui leur permet aussi d'augmenter leur salaire et de demander plus. C'est ça. Quand tu joues 10 matchs de plus par saison, bah, tu peux augmenter ton salaire de 10%, j'en sais rien, tu vois. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais dans l'idée, c'est ça. Et du coup, en fait, bah, les joueurs ils gagnent aussi, les clubs aussi. Et donc, en fait, on va jusqu'où, mais effectivement, t'as raison, c'est là où ça a créé une bulle. Et généralement, en finance, les bulles elles finissent par exploser. Et quand ça explose, tout s'écroule. Mais on fait quoi avec ça? Et en fait, là, ça commence à arriver. Montpellier, ça risque de couler. Bordeaux a déjà coulé. On a eu Ajaccio qui a été relégué et maintenu en DNCG, mais on a Sochaux l'année d'avant qui a été relégué d'une division. Et en fait, on en parle tous les ans des clubs de Ligue 2 qui vont pas bien. Tout le monde est en train de craquer. Et la première ligue, ça va où? Ça fait des années que la bulle est grossie. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Je sais pas, mais physiquement, techniquement, il y a un moment où tu peux pas aller plus haut. Oui, si les clubs de foot commencent à avoir des PIB plus importants que les plus grands pays du monde, c'est plus possible. C'est clair. Donc, c'est clair. Donc, à un moment donné, ça pétera. Ouais, donc pour revenir à la question initiale, parce que c'était un peu le but, est-ce que le football est mort? Je pense pas, parce que moi je prends toujours du plaisir à regarder certains matchs, mais je l'ai choisi. C'est ça. Et bizarrement, paradoxalement, il y a plus de matchs en ce moment et j'en regarde moins. Mais ceux que je regarde, je décide de les regarder. C'est soit les matchs des équipes que je supporte, soit les matchs où je me dis, tiens, là, il y a un Stuttgart Bayer Leverkusen, il y a un Bayer Leverkusen Dortmund, des équipes sexy, il y a un Inter Milan, tu vois. Voilà. Je comprends. Mais moi, sur les matchs de première ligue, ça me tente de moins en moins. Moi, j'ai toujours aimé ce championnat, donc je suis encore dans le truc. J'ai un peu moins connu la période faste de première ligue et tout ça. Enfin, même ces années 2000, j'ai un petit peu moins connu. Donc, je suis encore dans le truc. J'adore la première ligue, Serie A pareil, j'aime regarder des matchs. J'ai un peu moins ce côté aigri du foot en quelque sorte. C'est pas bon toi, tu vois, mais je comprends ce que tu veux dire. La nostalgie, tu vois, moi aussi je te l'accorde, non, c'est pas que je suis aigri, mais la période de United City, quand United était encore dedans, moi ça me manque, tu vois. Et ça me manquera toujours, mais personne ne fera revenir ça. Et ça, malheureusement, personne n'y pourra rien, et je serai un vieux con toute ma vie, y a pas de problème là-dessus. Mais je peux quand même y prendre de plaisir à regarder United City. Bon, United en ce moment, je prends pas trop de plaisir, mais. C'est clair. Et pareil, tu vois, pour enchaîner là-dessus, il y a aussi des gros clubs qui vont pas bien et qui. Certains vont mieux maintenant, mais ça fait quand même, je dirais, sur les 4-5 dernières années, tu as quand même des clubs type Milan AC. L'Inter, ça va mieux là depuis 3 saisons, mais voilà. Manchester United, Barcelone, Paris dans une moindre mesure, tu as quand même la Juve aussi. Tous ces gros clubs qui étaient vraiment des clubs phares des débuts des années 2000 et 2010, qui sont quasiment tous écroulés les uns après les autres. Alors écroulés. Il y a écroulé, on parle d'écroulé pour des clubs d'un standing vraiment vainqueur de Ligue des Champions. C'est pas des clubs qui ont fini en N2 par exemple. Voilà. Mais voilà, tu as quand même aussi ce symbole-là qui fait que ça attire moins les gens. Tu vois par exemple un Borussia Dortmund, je pense que tu demandes à n'importe quelle personne lambda, je pense qu'il est même pas capable de te donner 3 joueurs. Donc ça joue aussi, je pense.
ça fait que de voir des clubs vraiment symboles, tu vois, le Barça, club qui font le plus de mauvais dans le monde, qui a Ousmane Dembélé titulaire, non je rigole, j'abuse, et voilà, qui a un 11 beaucoup moins sexy qu'à l'époque, qui fait partir Messi, qui a des Mingueza à l'époque, même s'il va mieux maintenant, tu vois, qui, ça fait moins rêver, les gens. Ouais. Donc ça doit jouer aussi là-dessus. Et... Après, c'est l'imaginaire, tu vois, pour rejoindre ce que tu dis rapidement, c'est juste que au Barça, tu as toujours eu des joueurs un peu aléatoires. Enfin, quand tu vois Pinto remplaçant en groupe, tous des remplaçants. Sergio Roberto, qui à l'époque, même si c'était un très beau joueur, faisait un peu de tâche par rapport aux effectifs. Paco Alcacer. Il y a toujours des tests un peu étranges. Ouais, Minir El Haddadi, qui a fait un bon début, mais qui est retombé. Tu as toujours eu des joueurs qui sortaient du centre de formation ou pas, un peu aléatoires comme ça. Mais globalement, autour, tu avais quand même une équipe grandiose et qui était sexy. Après le Barça, c'est encore différent, la gestion financière est compliquée, tu vois, mais en fait, on peut faire aussi le parallèle avec le Real, si tu veux, qui en termes qui sont censés être les galactiques de notre époque. Enfin, je pense que si tu mets toutes les teams de galactiques, si tu prends celle des 2000 ou 2010, t'as beaucoup de Real Barça, je pense. Ouais, tu la mets en face des équipes maintenant, personne ne choisit les équipes actuelles, tu vois. Et pourtant, est-ce que Vinicius a sa place dans l'équipe de 2014 ou de 2004 ? Je sais pas, mais possiblement, tu vois. La question est dure à répondre. Tu vois, enfin... Moi j'aime beaucoup Bellingham. Est-ce que Bellingham prend la place de Beckham dans l'équipe ? Je peux te dire oui, tu vois. Ça peut s'entendre. Bah oui, mais effectivement, je choisirais quand même l'équipe de Beckham à l'époque. Sans en fermant les yeux. C'est un peu le problème de. Il y a la nostalgie qui joue beaucoup. Je trouve qu'on est dans une période, pas que au foot, vraiment dans beaucoup de secteurs, que ce soit cinéma, série, etc., où la nostalgie est beaucoup utilisée par tout le monde. Donc ça rend aussi l'attachement à ce qui se passe aujourd'hui un petit peu plus compliqué. Plus des clubs qui vont moins bien, ça va être le problème des droits télé aussi, on en a pas parlé, mais il faut 46 000 abonnements pour regarder du foot. Déjà, et puis certains ne sont même pas là, la Serie A en France, ça marche plus. C'est ça, là ça commence à me manquer un peu, je vais te mentir, ça fait 2 mois de Serie A que tu loupes. Moi je trouve ça triste quand des joueurs comme Yacine Adli dans Zagnani vient dire, ou c'était Thauvin, je sais plus, mais un des deux, qui disent quand même remettez les droits en France, parce que non, c'était Adli qui a dit ça. Parce que mon père, il me regarder les matchs et il est obligé de regarder, c'est pas une EPTV, mais c'est ce qu'il dit. Et en fait, c'est quand même triste qu'un joueur et ses parents en France ils ne puissent pas le regarder parce qu'il y a des histoires de droits télé. On parle d'un joueur pro, quoi, qui gagne bien sa vie. C'est quand même terrible. Je sais que les chaînes gratuites maintenant ont plus de mal à financer, etc., ou c'est quasiment impossible. À l'époque, c'était le cas. Mais ouais, ça pose des grosses questions. Le football est moins populaire, c'est moins accessible, c'est plus élitiste. Ouais, moi, ce problème de droits télé, il me gêne beaucoup quand même, parce que c'est vrai que tous les ans, ça change. T'as un book qui change tous les ans. En Ligue 1, tu vois. C'est le bazar depuis 5-10 ans maintenant. Il y a Canal qui s'est retiré, qui reprend les matchs de temps en temps. Je sais jamais où ça va. La Ligue des Champions, pareil, ça change tous les ans. C'est. Ouais, en fait, pour la lecture je me mets à la place d'un consommateur lambda qui n'est pas passionné de foot, c'est compliqué en fait. Il dit, en fait, je vais pas prendre mon abonnement, je vais regarder autre chose et voilà, tant pis. Ouais, mais c'est compliqué. Après, moi, tu vois, j'ai un grand respect pour les. Et ça marche aussi chez les joueurs, j'ai l'impression. Pour des joueurs comme Memphis Depay, comme André-Pierre Gignac, qui partent à l'étranger, qui découvrent des projets, qui vont pour jouer au football, tu vois. Depay, le caractère du personnage fait aussi qu'en Europe c'était plus compliqué pour trouver un club et tout, ses demandes au niveau du salaire et tout ça. Mais au final, il rebondit et c'est des joueurs, tu sens qu'en fait ils veulent jouer au football, ils veulent apprécier le football. Il y a toujours des mecs comme ça. Et voilà. Et j'ai l'impression aussi que dans les nouveaux joueurs, et je me suis pas renseigné et tout, c'est juste une impression qu'il y en a plus qui vont ce matin en se levant en disant je vais au travail, tu vois. À l'époque où tu avais beaucoup de joueurs, même s'il n'y en avait pas tous. J'y vais pour le plaisir. Ouais, alors tu vois, par exemple, Gareth Bale, il n'est jamais allé jouer au foot pour le plaisir, peut-être, mais il a toujours préféré le golf. Il a arrêté tôt, on a été cassé en deux, mais il a arrêté tôt. Enfin, je veux dire, voilà, tu vois, on sait qu'il y a des joueurs qui n'ont jamais apprécié plus que ça. Je sais que Mata aussi était quelqu'un d'assez intelligent, qui a fait de longues études, etc. Il aimait bien le football, mais c'était pas que ça. Mathieu Flamini, c'est pareil, il était très entrepreneur. Très intelligent, exactement. Donc ils ont trouvé un après-carrière très rapidement. Tu le dis pareil. Oui, tu dis c'est pareil. Donc je pense que c'est des joueurs qui ont apprécié leur métier, mais qui ne sont pas 100% football. Tu as des joueurs comme ça, il y en a toujours eu, et il y en aura d'autres, et par contre des gens qui adorent le football, etc. J'ai l'impression d'en voir moins, si tu veux. Je suis d'accord. C'est une bonne analyse, ça aussi. J'avais pas forcément pensé à ça. Oui, après, c'est aussi les centres de formation qui mettent ça en tête, si tu veux. On t'apprend le football, c'est ce que tu dis sur Chouameni, si tu veux. Les centres de formation se sont aussi professionnalisés. Maintenant, on forme des gens à un poste, pas de dépassement de fonction, t'es 11 sur le terrain, si chacun fait son rôle, t'as fait un bon match. Tu peux perdre le match 1-0, t'as fait un bon match quand même,
Et là, ça pose des questions sur la formation, etc. Et en France, en tout cas, on voit que la formation elle commence à être limitée. On a toujours été un bon pays de formation, mais on a toujours été avec un train de retard sur tout le monde. Et c'est rigolo qui disait ça, ou en tout cas c'est sur MC, qui disait que les joueurs qu'on a eu récemment en équipe de France, parce que c'est un peu le contre-exemple, l'équipe de France qui gagnait la Coupe du Monde en 2018, tu te dis, bah oui, mais en fait on n'est pas de dépassement de fonction, mais en même temps on est quand même performant en équipe de France. Oui, mais t'as des joueurs, t'as Griezmann qui est formé qui finit sa formation, qui est formé en Espagne, Théo Hernandez c'est pareil, Lucas Hernandez c'est pareil, t'as beaucoup de joueurs qui sont formés à l'étranger, qui jouent très peu en France. Voilà, N'Golo Kanté, bon, bah, on connaît son parcours, il n'a pas été. C'est atypique si tu veux, donc tu peux pas. Et c'est quand même des joueurs qui étaient importants, peut-être pas Théo Hernandez qui était pas là, qui était important dans la victoire en 2018 si tu veux. Donc c'est ça en fait le problème. Le problème de pré-formation, fin de formation, tu vas pas avoir pareil en Allemagne, Pogba, Manchester, Juve, c'est pareil, t'as que des joueurs comme ça. Tu vois, des joueurs de voix en France, on en a toujours eu. C'est aussi pour ça qu'on n'a jamais été un des championnats les plus impressionnants du monde, tu vois. Mais quand tu cites par exemple, Balmont, tu vois. J'allais dire Benjamin André, tu vois. Ouais, mais pareil. Lui en première ligue, il marchait très bien. Bah oui, mais c'est des joueurs comme ça qui sont. Et Balmont est estampillé Ligue 1, il n'y a pas de problème là-dessus. Il avait très peu de dépassement de fonction, il savait faire son poste. Par contre, il savait faire des dépassements de fonction, c'est-à-dire se projeter vers l'avant alors qu'il était milieu défensif, il lâchait des patates à 30 mètres contre les lucarnes, il savait le faire. Oui. Chouameni sait le faire, il le fait beaucoup moins. Et il le fait surtout quand il est en position, mais il prend jamais la balle au pied pour la remonter et aller frapper. C'est rare. C'est vrai. Donc, tu m'as prêché tous mes arguments là, sur les 10 dernières minutes vraiment. Bah écoute, à chaque fois je vais enchaîner, mais c'est bien. Mais ouais, ça fait pas mal d'analyses déjà là. Ouais, c'est bien. Puis, on pourrait sortir plein d'arguments comme ça. On pourrait tirer le fil et avoir plein de choses, mais je trouve ça un sujet hyper intéressant. C'est ça. J'aime bien cette idée de centre de formation aussi. Après, ça dépend beaucoup des cultures. Bien sûr. Je trouve que là, je reparle du Barça, mais ça rebondit plutôt bien. Là, tu vois quand même pas mal de jeunes qui sortent tous les ans. Même globalement, après, je sais pas si ça reforme assez bien dans la pleine foot. Parce que je pense qu'il y a un virage encore à prendre. Il y a pas mal de vieux qui doivent être remplacés. Oui. Tu vois, tous les Modric, etc., qui sont encore là, qui font encore un petit peu de résistance. Je pense que ça va venir. Ouais. Mais je pense pas qu'il faut tirer de conclusion aujourd'hui, justement, sur le sujet de la vidéo. Le football est mort. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Parce qu'il y en a un monde du football qui est quand même assez jeune. C'est vraiment en train de se renouveler. Une formation qui est en train d'être finie pour beaucoup. Je pense qu'on a encore une grosse transition. Moi, je pense que cette question-là, il faudra la poser à des gens qui ont apprécié le football quand on avait 5, 6, 7, 8, voire 10 ans de moins. Est-ce que les jeunes qui découvrent le football, là, qui ont entre 12 et 18 ans, est-ce qu'ils se disent le football c'est incroyable, j'adore ça, ou est-ce qu'ils disent bon c'est sympa mais sans plus. Moi je sais que quand je vais au stade, mais en tout cas en physique, moins à la télé, j'ai beaucoup de jeunes, bon, après c'est plus 18-20 ans qui vont au stade, qui découvrent la ferveur, le fait de supporter une équipe, de son équipe locale, etc. Je trouve ça incroyable, c'est super, tu vois. Mais comme on glisse de plus en plus à être des vieux cons, faut le dire, nostalgiques et amoureux d'un football qui n'existera plus, c'est surtout vers les jeunes qu'il faut se tourner. Est-ce que vous appréciez ce que vous voulez, ce que vous voyez, etc. Moi, quand t'as un certain âge et que tu dis le football est mort, j'apprécie plus le football, c'est que t'as apprécié le football à un moment donné, que tu l'aimes un peu moins, mais ça veut pas dire que tu l'aimes plus, c'est juste différent, tu vois. Et c'est surtout les jeunes générations, puis moi je sais que je n'ai jamais vu du football des années 80, j'ai peut-être regardé quelques matchs pour ma culture foot, tu vois. Et je peux pas te dire, tiens, je m'y connais bien, je regardais plein de matchs, bah non, j'étais pas là, tu vois. Alors que je pense que regarder, quand tu regardes le match de la Juve, de Bordeaux contre la Juve dans les années 80, le match avait l'air incroyable. Il était incroyable parce que je l'ai regardé. Mais effectivement, c'est plus le même football, tu vois. C'est pas pareil. C'est le football qui évolue peut-être. Et peut-être qu'on est vraiment dans cette phase de transition. Mais tu vois, pour rebondir sur ton côté centre de formation et jeunes, tu vois, notamment au Barça, les jeunes qui sortent, qui ont des profils très techniques, milieu de terrain, joueurs, qui n'ont pas un gros physique, ils se baissent rapidement. Ils se baissent tous rapidement. Après, il y a eu ce problème de surutilisation. Bien sûr. Qui est un peu. Bon. Mais voilà, si tu veux, donc tu as quand même un. Ça revient de toute façon les arguments qu'on a utilisés tout à l'heure sur l'utilisation des joueurs. Donc voilà, c'est. Beaucoup de choses à dire, je pense. C'est un peu une question qui pourrait être posée tous les ans, toutes les décennies, je pense. Genre, c'est une question qui n'aura jamais vraiment de réponse. Et je pense que c'est l'appréciation de chacun. Mais effectivement, le football change. Il ne change pas toujours pour le meilleur, mais ça veut aussi dire qu'il s'il est moins bon maintenant, il sera peut-être meilleur plus tard. Donc, à voir ce que ça devient. Et puis, de toute façon, si le consommateur décide de ne plus regarder les matchs, personne ne regardera. Et la bulle explosera. C'est exactement, c'est ça. Donc, voilà. Écoute, c'était une bonne première ébauche, je trouve, assez sympathique. Ouais, moi, il a soulevé. Donc écoute,
Bah, on réfléchira à la question plus tard et on te refera une vidéo dans ce C'est style. fort possible, Ouais, c'est fort ouais, possible qu'on revienne dessus. Ouais. Écoute, je te remercie. Merci à toi Merci à vous. et à plus tard. C'était pas mal. Ouais, c'est cool.